Bonjour dans ce module 8 qui porte sur l'interfaçage du logiciel OpenClinic avec le logiciel DHIS2. Et bon, évidemment pour ce cours, on aura besoin d'une instance OpenClinic d'un côté, c'est ce que vous avez déjà sur vos ordinateurs installés, et d'un autre côté une instance DHIS2 qu'on va utiliser spécifiquement pour ce cours. Et cette instance, bon, on ne va pas utiliser l'instance de production du Sénégal, mais on va utiliser une instance qui est dédiée à cet exercice. Et bon, quand on va enregistrer des informations là-dedans, ça ne va perturber personne, évidemment. Et sur cette instance, on a créé une série de logins, donc des codes d'accès, qui vont pouvoir être utilisés par chaque participant. Donc chaque participant dans votre groupe devra choisir un login différent parce que chaque login va être également lié à un centre de santé de démonstration. Et donc pour éviter que les données de l'un vont écraser les données de l'autre, il vaut mieux utiliser chacun un login différent. Vous voyez ici sur la diapo les différents logins qui sont disponibles. Il y en a 15 qui ont été créés. Normalement, ça devrait être suffisant. Et chaque login a également son propre mot de passe. Et donc, le lien à utiliser, c'est http://dhis.ict4d.be sur le port 8080. Partagez les logins entre vous et essayez alors de vous connecter sur l'instance DHIS2. Je vais le faire ici pour l'exercice. Je vais me connecter à cette instance. Donc, c'est ici en principe. Voilà. Donc, DHIS ICT4D.be 8080. Vous devriez tomber sur, normalement, parce que moi je suis déjà logué, voilà, sur cet écran de login, et avec votre code de login, vous devriez avoir accès au système DHIS2. Donc ici, je mets par exemple le code d'accès pour le démo 1. Là, c'était openclinic@demo1, et faites attention à la casse, donc majuscule et minuscule, c'est important. Et puis, je clique sur Entrée. Alors, pour vérifier, donc évidemment, dès que vous vous connectez, si vous entrez dans le DHIS2, ça veut dire que le login fonctionne correctement. Mais vous pouvez également vérifier que vous avez bien été lié, que votre login a été bien lié à un centre de santé spécifique pour le login en question. Pour cela, vous allez ici sur l'icône qui vous permet de faire la saisie de données. Et ici à gauche, vous devriez voir CS01 pour le login démo 1. Pour le login démo 2, ça va être CS02. Pour le login 3, CS03, et ainsi de suite pour les différents logins. Comme ça, on sait que chacun va avoir son propre centre de santé virtuel pour travailler avec lors de ce cours. Alors, une fois que vous êtes arrivé à vous connecter au DHIS2, on passe à une deuxième étape qui est la mise à jour du code OpenClinic dont vous disposez sur vos ordinateurs. En effet, pour ce cours, on a ajouté entre autres un registre de démonstration avec lequel on va travailler, surtout au début, à titre de démonstration. Donc c'est un registre très simple qu'on va utiliser pour mettre les premiers pas dans le développement de l'interface entre OpenClinic et DHIS2. Plus tard dans le cours, nous allons passer à l'utilisation de registres réels, donc des registres concrets du Sénégal, mais pour les premières étapes,
il vaut mieux passer par un registre simplifié. Le nouveau code a été téléchargé dans l'instance Moodle que vous connaissez entre-temps. Et donc, il faudra aller sur le chapitre 8 et aller télécharger le code Moodle. Le code OpenClinic sur Moodle. Donc, je vais peut-être le faire avec vous aussi. Donc, quand on se connecte sur le site, je vais peut-être me déconnecter pour la clarté. Vous vous connectez soit avec votre compte, soit sous format, avec une connexion anonyme, avec les deux, ça ira. Et dans le cours 6 à 2, vous allez voir que tout à fait en bas, on va voir ici, donc c'est dans Developers Academy, il y a le module 8. Et vous allez retrouver là-dedans le code OpenClinic GA 276.01. Donc vous cliquez là-dessus, ça va télécharger un fichier web .zip et le contenu de ce fichier web, il va falloir, donc c'est vraiment le contenu, voilà, ici tous les répertoires et tous les fichiers, il faudra les copier dans le répertoire web sur votre ordinateur. Et puis redémarrer ou se reconnecter à Tomcat et lors du premier login, le système va vous demander de faire la mise à jour et vous devriez, après la mise à jour, avoir accès à un registre de santé qui a été créé spécifiquement pour ce module. Donc, une fois qu'on a fait ce travail de copiage, qu'on a installé cette nouvelle version, quand on va se connecter alors à OpenClinic, je vais encore le faire ici. Bon, chez moi, il ne va plus faire la mise à jour parce que je l'ai déjà fait. Mais donc, quand vous allez alors dans Système, et puis Gestion, et Gestion des examens par service, ici à gauche, dans Gestion, on choisit un service. Bon, ce n'est pas le même service chez vous que chez moi, sans doute. Mais donc, vous choisissez un service, vous cliquez sur Modifier, et vous allez voir qu'en bas, quelque part, il y a maintenant une section qui s'appelle Formation, et où il y a Formation registre des cas de programmiose. Donc, c'est un registre qui va faire le suivi des cas de programmiose. Ce sont en fait des patients qui ont tellement programmé, tellement développé du code dans leur vie, qui sont devenus malades et qu'ils ont l'impression de vivre dans un monde complètement programmé. Et donc voilà, pour cela, on va inventer des traitements, etc. Et on va par après faire des extractions d'informations. On va essayer de collecter des données agrégées sur ces patients souffrant de la programmiose pour développer une politique sanitaire afin de combattre cette terrible maladie. Donc vous installez ce code et vous allez vérifier que ce formulaire de programmiose a été ajouté et vous le rattachez à un service avec lequel vous allez travailler par la suite pour encoder des données. Donc vous pouvez éventuellement arrêter la vidéo ici pour laisser le temps à tout le monde de faire la mise à jour du code et puis rattacher le formulaire, donc la formation registre des cas de programmiose, à un des services sur l'instance locale d'OpenClinic. Commençons maintenant par la création d'un premier fichier qui sera encore vide, mais un fichier script où on va mettre nos instructions OCML, donc les instructions pour l'extraction des données des dossiers dans OpenClinic pour pouvoir envoyer les données agrégées vers le serveur DHIS2. Pour cela, on va
aller ici dans l'arborescence et dans Web. Et puis Common XML. Donc ici dans XML, on va ajouter un nouveau fichier qu'on va appeler dhis2.oa.xml. Donc c'est dhis2.oa. Le OA c'est openclinicacademy.xml. Et je dis finish. Et donc par défaut, c'est un fichier qui est vide et pour lequel on peut mettre une structure. Je peux mettre dhis2, voilà, et je ferme par une autre balise, une balise de clôture dhis2. Il n'y a pas encore de contenu, ça veut dire que ça ne va pas encore extraire quelque chose. Et je peux sauvegarder ce fichier. Voilà. Une fois que le fichier est sauvegardé, je vais également pouvoir l'utiliser par après dans la configuration de l'interface entre OpenClinic et le serveur dhis2. L'objectif de la mise en place de cette interface entre OpenClinic et le dhis2, c'est en fait de pouvoir extraire des informations à partir des dossiers patients OpenClinic pour pouvoir les rapporter dans le dhis2. Et donc, on commencera avec les informations, les données qui se trouvent dans les différents dossiers patients en OpenClinic. Avec ces informations, on va démarrer, on va extraire certains éléments, on ne doit pas avoir tout, donc c'est seulement une sélection d'informations qui doivent être envoyées dans le dhis2, et on va les combiner sous forme de données agrégées. Les données sources dans les dossiers patients, c'est par exemple un patient avec une malaria confirmée, ou un patient avec une tension artérielle systolique de 160 mmHg. Quand on a des informations, des enregistrements pareils pour beaucoup de patients, on va pouvoir les compter et les mettre dans des classes, donc dans des agrégations. Par exemple, je veux avoir le nombre de cas de malaria confirmés en total pour une période. Ou je veux également les désagréger selon le sexe ou selon une tranche d'âge du patient. La même chose pour l'exemple des hypertensions. Au lieu d'avoir toutes ces données individuelles, je voudrais savoir tous les enregistrements d'une tension artérielle systolique qui se trouve au-dessus de 140 mmHg par exemple, et savoir quel est le nombre d'hommes et le nombre de femmes que j'ai eu avec une tension artérielle au-delà de cette valeur. Donc, le deuxième type de données, les données agrégées, sont en fait des données qui vont compter un nombre de sujets ou de patients qui correspondent à certains critères et où on va perdre l'identification individuelle des patients. Si je sais qu'il y a eu 17 cas de malaria dans le mois d'avril 2024 pour un centre de santé particulier, je ne sais évidemment pas de quel patient individuel il s'agit. J'ai seulement les données agrégées. Donc on va extraire les données à partir de ce qui a été enregistré dans les dossiers individuels pour en dériver les données agrégées. Cette étape est déjà très importante parce que ce qui se fait trop souvent encore aussi au Sénégal et dans d'autres pays, c'est qu'on ne fait pas l'extraction des données individuelles pour compter les données agrégées, mais on met déjà à disposition des instruments papier sur lesquels on va enregistrer purement les données agrégées. On va par exemple simplement compter le nombre de cas de malaria dans un registre. On va
tirer chaque fois un trait quand il y a un cas de malaria qui s'est présenté. Ici, on ne veut pas avoir un instrument de collecte de données parallèle, on va partir directement des données sources pour en dériver les données agrégées. Et donc c'est le dossier patient qui est utilisé et pas un registre ou pas un autre outil de collecte de données parallèles. Une fois qu'on aura ces données agrégées, j'ai par exemple le nombre de cas de malaria dans une période, je vais devoir formater ces informations, les mettre dans un message électronique et dans notre cas, ce sera un message en format XML. Et donc, avec une structure qui va pouvoir être reconnue, qui va pouvoir être acceptée par l'application de destination, dans ce cas-ci, par le DHIS2. Cette structure XML, ça s'appelle le format DXF, donc c'est l'abréviation de DHIS Exchange Format, donc c'est DXF2 parce que c'est pour le DHIS2. Une fois qu'on a emballé les données agrégées dans ce message XML, on va alors pouvoir les transférer, les envoyer vers le DHIS2. Mais on va envoyer le message vers un API DHIS2. C'est un peu comme ce qu'on avait vu dans notre cours sur les API REST. Ici, le DHIS2, il offre également un API REST qui permet d'envoyer des données dans le DHIS2. Ça permet donc d'envoyer ou d'enregistrer des données, ou même de retrouver des données dans le DHIS2 sans devoir passer par l'interface web du DHIS2. Donc je ne dois pas utiliser les formulaires, les canevas web du DHIS2 pour saisir les données. Je les extrais du dossier patient OpenClinic. Après extraction, je vais obtenir des données agrégées. Je vais les formater dans un message XML. Et ce message XML, je vais l'envoyer sur l'API DHIS2. Alors, pour faire l'extraction de ces informations à partir des dossiers patients OpenClinic, on va utiliser un langage de script, une langue de script qui s'appelle OCML. Donc, c'est OpenClinic Markup Language. Et donc, c'est un langage qui, en soi, déjà est formaté aussi en XML. On verra ça plus tard. Et qui permet de définir quelles sont les données qui doivent être extraites des dossiers patients dans OpenClinic et comment ils doivent être agrégés dans un nouveau document. Donc, qu'est-ce que je dois faire avec ces données, comment je dois les combiner, comment je dois les mettre en agrégation par tranche d'âge, par sexe, par éventuellement lieu de provenance du patient, etc., etc. Un deuxième élément qui sera important, évidemment, c'est une fois qu'on a obtenu les informations agrégées, c'est de formater ces données dans le format DXF2 pour que ça puisse par après être accepté par le API DHIS2. Cet exercice de formatage, c'est en fait quelque chose qui est full automatique. On va voir simplement à titre d'information quelques exemples de cette interface DXF2, mais c'est quelque chose qui est complètement pris en charge par OpenClinic. Donc une fois que vous avez utilisé la langue de script OCML et que ça a produit des données agrégées, OpenClinic va vous permettre de faire deux choses avec ces données agrégées, soit les afficher à l'écran pour que l'utilisateur puisse encore les inspecter, les valider, éventuellement les corriger par après, ou bien les envoyer, si ça a été validé par l'utilisateur, les envoyer vers l'API du DHIS2. Donc ça, c'est les différentes étapes qu'on pourra parcourir. Alors, comment se présente un tel
message DXF2. Comment c'est composé. En fait, il s'agit d'un message qui contient un ensemble de valeurs. Et ça s'appelle dans la terminologie DHIS2 un data value set. C'est en fait l'équivalent d'un canevas DHIS2. Je vais vous montrer par après sur un écran DHIS2 qu'est-ce qui est le data value set et quelles sont les différentes autres composantes d'un message DXF2. Mais donc, ce qu'on va trouver comme emballage, c'est en fait un data value set. Et dans ce data value set, on va spécifier la période pour laquelle on envoie les données au DHIS2. Parce que le serveur DHIS2 doit savoir pour quel mois, par exemple, on est en train d'envoyer des informations. Je peux également envoyer l'unité, je dois envoyer l'unité d'organisation. Ceci est l'identifiant de la structure sanitaire pour laquelle on envoie des informations. C'est par exemple l'identification d'un centre de santé, d'un hôpital, d'un poste de santé ou toute autre structure qui est connue dans le DHIS2. Dans notre cas, ici, l'unité d'organisation, ça va être la structure, donc le centre de santé qui va être lié à notre compte utilisateur. Alors, une fois qu'on a spécifié la période et l'unité d'organisation, on va également identifier le type de données qu'on va envoyer. Est-ce qu'il s'agit, par exemple, d'un canevas des soins mère-enfant? Ou est-ce qu'il s'agit d'un canevas qui contient les données sur la morbidité, la mortalité des patients dans un centre de santé? Ou est-ce qu'il s'agit, par exemple, d'un ensemble de données qui collectent des informations sur les soins ou le suivi des patients avec la lèpre ou la tuberculose? Donc, comme ça, il y a toute une série de datasets qui sont définis dans le DHIS2 et qu'on va pouvoir envoyer dans un message data value set. En fait, dans un data value set, on envoie typiquement un seul dataset. Mais on ajoute à ce dataset la période et l'unité d'organisation. Et donc, un dataset avec une période et une unité d'organisation, ça fait un data value set. Alors, quand on regarde un peu à l'intérieur du dataset, on va évidemment avoir d'abord un identifiant unique pour le dataset. Qu'est-ce que c'est? Cet identifiant va identifier le type de données qui se trouve dans ce dataset. Comme j'avais dit, par exemple, des données sur la lèpre, des données sur la tuberculose ou autre. On va aussi, optionnellement, parce que souvent ce n'est pas le cas, mais optionnellement, on peut également ajouter ce qu'on appelle un attribute option, une option d'attribut. Typiquement, c'est un service, par exemple. Donc, si je veux avoir des données qui sont fournies, pas seulement pour mon centre de santé, mais que je veux l'avoir par service de mon centre de santé, les données pour, par exemple, la chirurgie, pour la médecine interne, pour la pédiatrie, je vais, à ce niveau du dataset ici, ajouter également ce qu'on appelle un attribute option. C'est optionnel parce que pour beaucoup de canevas, on ne va pas donner des informations séparément pour les services. Et à l'intérieur de ce dataset, on va alors avoir toute une série de ce qu'on appelle des éléments de données, des data elements. Des éléments de données, ce sont en fait des informations individuelles qui font partie de l'ensemble du dataset. Dans OpenClinic, on peut les comparer un peu aux items qui se trouvent dans les transactions. Donc ici, les data elements sont équivalents aux items qui se trouvent dans une transaction qui est ici l'équivalent de dataset. Et chaque élément de données va avoir également
un identifiant unique pour dire quel est l'élément de données. Par exemple, c'est une tension artérielle systolique, ou bien c'est un diagnostic, ou bien c'est un médicament qui a été donné au patient. Donc on va spécifier à quel élément de données correspondra la valeur qu'on va fournir. On peut spécifier ici aussi la catégorie option. C'est en fait le critère de désagrégation. Donc si je dis que j'envoie par exemple le nombre de cas de malaria, donc le UID va spécifier ici qu'il s'agit de nombre de cas de malaria. La catégorie option va par exemple spécifier qu'il s'agit de nombre de cas de malaria pour des femmes ou pour des hommes ou pour des enfants dans la tranche d'âge de 0 à 1 an. Donc tout ça, ce sont en fait des classes d'informations qui peuvent être rattachées à un data element pour spécifier plus en détail l'élément de données et la valeur qu'on va spécifier. Et une fois qu'on a la combinaison, donc on a identifié le data element et on a également spécifié la catégorie, donc c'est le critère de désagrégation, on peut encore ajouter une valeur. Par exemple, si j'ai eu 5 cas de malaria confirmés au mois d'avril pour le centre de santé de Sokone, 5 cas pour les femmes et par exemple 10 cas pour les hommes. Alors pour les femmes, qu'est-ce que je vais avoir? La période, ça va être le mois d'avril 2024. L'unité d'organisation, ça va être le centre de santé de Sokone. Mon UID ici, ce sera par exemple le registre de suivi des cas de malaria. Je n'ai pas de service que j'ai spécifié, donc il n'y aura pas d'attribute option. Et j'aurai un élément de données qui dit le nombre de cas de malaria confirmés. La catégorie option va me dire, par exemple, pour les femmes, et la valeur, ça va être 5. Je vais avoir un deuxième élément de données qui me dira que c'est toujours le nombre de cas, mais pour les hommes, et là, j'aurai une valeur de 10. Et ainsi de suite, je peux avoir différents éléments de données. Alors, regardons un peu comment ça se présentera dans un canevas dans le DHIS2. Quand je me connecte au DHIS2 et j'ouvre un canevas dans le DHIS2, et on va voir par après, je vais vous montrer comment on y arrive. On va typiquement pouvoir ouvrir un canevas où on va spécifier pour quelle structure de soins on est en train de travailler. Par exemple, ici, ce sera le CS01 Démo Sénégal, un centre de santé. Je vais également identifier l'ensemble de données, ce qui est le dataset. Donc, quel est le type de données que je vais enregistrer? Ça s'appelle ici le registre démo. J'ai la période qui va être spécifiée et pour cette combinaison d'unités d'organisation, ensemble de données et période, je vais avoir un nombre d'informations, un nombre de valeurs que je vais spécifier. Ici, j'ai par exemple les cas de programmose chronique confirmés. J'ai 12 hommes et 5 femmes. Pour les cas de programmose traités, j'ai 10 hommes et j'ai 5 femmes. Ça veut dire que chaque valeur ici va correspondre à un élément de données combiné avec une catégorie option et une valeur. Donc quand je retourne ici, quand je prends par exemple le cas de programmose chronique confirmé, ici les 12, ça veut dire qu'ici ma valeur va être 12, la catégorie option ça va être homme et le UID ça va être le cas de programmose chronique confirmé. Alors, quand je dessine ça ici sur mon canevas DHIS2, ça c'est le dataset, donc c'est en fait l'ensemble de tout ce qui se trouve dans le message que je vais envoyer. Ici, si je clique sur terminer, ça veut dire que ça sauvegarde dans la base de données, mais c'est comme si j'envoie le message. Si j'envoie le message, c'est l'équivalent. Dans mon dataset, j'ai ma période
et j'ai également mon Organization Unit. Donc, l'unité d'organisation, le centre de santé et la période. Et donc, pour chaque période différente, je vais également devoir envoyer un data value set différent. À l'intérieur de ce data value set, je vais avoir mon dataset. Mon dataset qui contient les différents éléments de données avec leurs valeurs et qui a quelques attributs comme le UID. Donc le UID ici appartient au dataset et donc définit que le contenu, il s'agit du registre démo. Je n'ai pas de service ici, donc je n'ai pas de attribute option dans ce cas-ci. Et à l'intérieur de ce dataset, je vais trouver des data elements. Et j'ai ici un exemple d'un data element, le cas de programmiose chronique confirmée. Donc ça, c'est un data element. Avec un UID, ça c'est l'intitulé ou l'identification de ce data element. Et une catégorie option, qui est par exemple le M pour masculin ou le F pour féminin. Les deux sont des catégories option. Et puis une valeur, le 5 pour les cas féminins et le 12 pour les cas masculins. Donc c'est comme ça qu'on peut faire la correspondance entre la diapo précédente et cette diapo avec l'écran du DHIS2. L'écran que je viens de vous montrer dans le DHIS2, vous allez pouvoir l'obtenir en vous connectant au DHIS2. Donc je prends mon login, moi je prends ici le démo 1, j'entre dans le système et je vais ici ouvrir l'application de saisie de données. Quand je clique sur saisie de données, je vois ici à gauche le centre de santé qui est lié à mon compte. Je vois l'ensemble de données. Pour l'instant, je peux sélectionner seulement un exemple, donc un ensemble de données. Il y a seulement le registre de démo. Par après, on va ajouter d'autres registres quand on avance dans le cours. Et je vais pouvoir sélectionner une période. Ici, je peux par exemple prendre la période du mois d'avril et où je vais voir, dans mon cas, les données qui ont déjà été saisies dedans. Donc, évidemment, pour encoder des données dans le DHIS2, je peux toujours utiliser cette interface. Et si j'ai les résultats qui ont été obtenus, donc les données agrégées qui ont été obtenues, soit à partir d'outils papier, soit à partir du logiciel OpenClinic, j'aurai toujours la possibilité de simplement les saisir ici. Je mets quelque chose, 8 et 4 par exemple. Donc là, je peux les saisir ici et c'est comme ça qu'on fait aujourd'hui. Mais évidemment, l'objectif, c'est que on ne doive pas faire cette saisie manuelle une fois que l'interface a été mise en place. Parce qu'ici, il s'agit d'un canevas hyper simple avec 4 valeurs. Il y a des canevas, par contre, où il y a des milliers de cellules qui se trouvent dans un canevas et où ça devient très encombrant pour un utilisateur d'aller chercher la bonne cellule pour mettre la bonne valeur. D'où les nombreuses erreurs d'encodage qui sont faites avec le DHIS2 si on a des canevas qui sont très complexes. Alors maintenant, on va un peu voir comment on va pouvoir connecter notre instance OpenClinic à cette instance DHIS2. Parce que je veux évidemment connecter mon OpenClinic à cette instance dhis.ict4d.be. Et si je veux utiliser mon OpenClinic au Burundi, je vais vouloir connecter ça à l'instance DHIS2 du Burundi ou bien au Sénégal à l'instance du Sénégal. Et pour le faire, je vais devoir me connecter à une instance DHIS2 qui va me permettre d'utiliser l'API du logiciel DHIS2.
Alors cette API, une fois qu'on est connecté, qu'on a été identifié sur le serveur DHIS2, on peut même y accéder manuellement. Donc au lieu de prendre ici ce qu'il y a dans l'entête, je peux simplement mettre API. Et si je fais ça, le système va me donner une réponse. Je vais voir si je peux agrandir ça, voilà. Va me donner une réponse avec des informations qui sont évidemment destinées à une machine, pas à un être humain, mais qui vont me permettre d'échanger des informations, de communiquer avec des logiciels externes. Par exemple, ici j'ai API ressources, mais si je voudrais avoir les datasets qui existent dans le système, je crois que c'est comme ça, datasets. Voilà, je tape datasets. Faites attention, majuscule et minuscule, c'est quelque chose qui est important. Donc c'est datasets avec le S ici en majuscule. Donc si je tape ça, je vais avoir la liste des différents datasets qui existent dans mon instance OpenClinic ici. Je vois que il y a ici il y en a une page, donc c'est la première page. En total, j'en ai 28 et donc ici j'ai les différents datasets qui ont été enregistrés. Donc j'ai maximum 50 sur la page. Ça veut dire que les 28 se trouvent tous sur ma page. Alors, mon registre démo, par exemple, il se trouve ici. Et donc ça, c'est la libellée de mon registre démo. Et je vais avoir également son identifiant. Donc là, c'est l'identifiant unique pour mon registre démo dans mon système DHIS2. Évidemment, l'utilisation comme ça manuelle de cette API est encombrante. Donc il faut connaître tous les mots-clés, etc., les data elements, et c'est quelque chose qui ne va pas être fait de façon manuelle. Plutôt, on va connecter l'application OpenClinic au DHIS2 pour que, à travers l'interface graphique de OpenClinic, on va pouvoir traduire les différentes opérations en instructions API. Et donc ça va être beaucoup plus convivial pour utiliser l'API du DHIS2. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc on va aller dans OpenClinic. Vous vous connectez à OpenClinic. Et puis, dans le menu, je vais peut-être un peu agrandir ici pour que ce soit plus lisible. Voilà. Dans le menu Système, Gestion, vous allez ici en bas, dans le réseau de santé, il y a un menu qui s'appelle Gestion du DHIS2. Vous cliquez là-dessus et il faudra alors mettre les bons paramètres pour pouvoir se connecter au serveur DHIS2 à partir de OpenClinic. Le premier paramètre c'est Enable DHIS2. Donc là, il faut le mettre sur 1, parce que sinon il n'est pas désactivé. Donc, si ce n'est pas déjà mis sur 1 chez vous, vous le mettez sur 1. Puis on va spécifier l'URI qui est utilisé pour accéder au DHIS2. En fait, quand je regarde ici dans mon DHIS2, c'est cette première partie. Donc c'est le DHIS ICT 4D.be, mais on met le protocole devant. Donc ici le HTTP. Donc vous mettez http://dhis.ict4d.be. Et puis on doit également spécifier quel est le contexte pour accéder à l'API. Par défaut, c'est /API. C'est ce que j'avais également ici ajouté pour pouvoir entrer dans l'API. Et puis, on devra mettre le port sur lequel le serveur DHIS2 écoute. Dans notre cas, c'est le 8080
Pour beaucoup d'instances DHIS2, ça va être le 443 parce qu'ils vont être en HTTPS et par défaut, le port est 443 dans ce cas. Ensuite, on va spécifier un nom d'utilisateur. Vous spécifiez ici votre nom d'utilisateur, donc c'est votre login sur le DHIS2. Donc chacun a son propre login. Si moi je veux me connecter avec démo 1, je vais mettre ici démo 1 et puis le mot de passe openclinic@demo1 pour mon utilisateur démo 1. Et je vais également devoir spécifier l'unité d'organisation pour laquelle je veux envoyer des informations au DHIS2. Donc c'est en fait l'unité d'organisation, c'est la structure de santé qui correspond à mon instance Open Clinic. S'il s'agit de l'Open Clinic du centre de santé de Sokone, je vais mettre ici l'Organization Unit ID du centre de santé de Sokone. Évidemment, ou bien vous le recevez d'un administrateur système, ou bien vous pouvez également aller chercher cette information dans le serveur DHIS2. Donc, c'est toujours mieux de d'abord sauvegarder. Vous sauvegardez et puis vous cliquez ici sur les jumelles. En fait, Open Clinic va se connecter avec cette URL, avec API, avec le port et le compte utilisateur que vous avez spécifié. Il va se connecter à l'API du DHIS2. Donc, je clique dessus et je vais pouvoir aller chercher mon unité d'organisation. Donc ici, j'ai un champ qui s'appelle « Chercher les unités d'organisation ». Si je mets là-dedans, par exemple, je mets simplement démo et je clique sur exécuter, je vais voir toute la liste des unités d'organisation qui existent avec démo. Dans mon cas, moi je veux travailler avec le centre de santé 01 démo, donc je vais choisir celui-là. Et il dit qu'il va utiliser cet identifiant. Je peux maintenant simplement fermer et je sauvegarde encore. Dernier élément, c'est le document XML que je vais utiliser comme langage de script OCML. Donc ça, c'est le document XML qui va contenir toutes les instructions qui sont nécessaires pour pouvoir faire l'extraction des données des dossiers Open Clinic et les emballer sous forme de données agrégées dans des messages DXF2. Donc ici, ça va être un fichier XML. On va devoir le créer, mais donc, supposons que on va tous donner le même nom. Donc c'est dhis2.oa de Open Clinic Academy.xml. Le Trust Store et le Trust Store Pass, vous n'en avez pas besoin. C'est quelque chose encore du passé. Mais donc on ne l'utilise plus dans ces dernières versions de Open Clinic. Quand vous avez sauvegardé ça, ça veut dire que vous allez désormais pouvoir commencer à interroger le serveur DHIS2 à travers son API. Alors, comment on peut interroger le serveur DHIS2? On va de nouveau passer par le menu Système, Gestion, et puis ici, à gauche, en bas, on a maintenant un menu qui s'appelle Explorateur du DHIS2. Avec les paramètres que j'ai spécifiés, je vais pouvoir explorer le DHIS2. Chercher des unités d'organisation, ça j'avais déjà vu, mais ce qui m'intéresse maintenant, c'est de voir quels sont les datasets qui sont disponibles dans le DHIS2. Quand je clique simplement sur Exécuter, je vais avoir tous les datasets. Et donc ici, j'ai toute la liste des différents datasets, dont celui qu'on va utiliser ici pour notre exercice, pour notre cours, qui est le registre démo. Et je vois ici l'identifiant. Donc là, j'ai l'identifiant unique du registre démo qui est affiché ici. C'est le même identifiant que celui que j'avais trouvé
ici avant via l'API quand je faisais la recherche manuelle. Donc ici, voilà, j'avais ici registre des mots. Donc j'ai le même dataset ID qui a été retrouvé par OpenClinic. Quand je clique sur l'identifiant, je vais également voir les autres composantes de ce dataset. Donc non seulement j'ai ici l'identifiant du dataset, mais j'ai également le category combo qui, donc en fait ici le category combo que je trouve au niveau du dataset, c'est ce qui correspond à attribute option. Vous vous souvenez peut-être encore du modèle quand je... Non, je ne l'ai plus ici. Voilà. Ici, on avait le attribute option qui était optionnel, hein, donc il y a le service. Dans notre cas, le attribute option n'est pas utilisé et donc il va toujours prendre une valeur par défaut. Quand je veux connaître les identifiants qui correspondent à cette valeur par défaut, je peux cliquer dessus et il va me dire voilà, ça c'est la valeur par défaut qui est utilisée pour le attribute option. Oups. Alors, j'ai dans mon dataset également deux éléments de données. C'est le premier élément de données, ce sont les cas de programmiose chronique confirmés avec tel identifiant, donc tel identifiant de l'élément de données, et associé à cet élément de données une catégorie option, on appelle ça ici catégorie combo, ce sont le nombre de cas par sexe. Alors quand je vais cliquer là-dessus, je vais avoir les valeurs pour les différents éléments de cette catégorie option. Et donc, pour les femmes, je vais avoir un identifiant qui est un tel, et pour les hommes, j'ai un identifiant qui est un tel. Au début, il faut s'habituer un petit peu à ces identifiants qui paraissent un peu compliqués, mais qui sont générés par le DHIS2 et qui sont en fait, c'est généré automatiquement, donc ce n'est pas un être humain qui a généré ça, mais qui sont toujours garantis être uniques. De nouveau, je l'ai déjà dit avant, faites attention à la différence entre majuscule et minuscule parce que c'est un élément essentiel ici dans les identifiants du DHIS2. Donc ainsi, je peux voir que, j'avais ici, si je mets des mots, je peux voir que j'ai deux éléments de données, un cas de programmiose chronique confirmé et un cas de programmiose, ou les cas de programmiose traités. Ça correspond effectivement à mon interface ici. J'étais ici, je pense, voilà. Je prends une période, on va diminuer un peu. Donc ça, c'est le premier élément de données et le deuxième élément de données. Et ça, c'est chaque fois les catégories option, donc masculin, féminin, masculin, féminin. Donc c'est exactement la même chose qu'on trouve ici, mais ici c'est présenté sous une forme où j'ai directement accès aux identifiants uniques de chaque élément de données ou chaque élément de catégorie option combo. Donc je ne vois pas seulement le F et le M, je vois également les identifiants uniques qui sont utilisés par le DHIS2 pour spécifier ces différentes valeurs. Il y a une autre possibilité pour retrouver ces différents identifiants. Et les identifiants sont essentiels, hein, parce que quand j'envoie des valeurs ou un data value set au DHIS2, je ne vais pas dire que mon unité d'organisation, c'est le CS01 démo Sénégal. Non, je vais spécifier que c'est CS01. Je vais dire que c'est le GXKFQ, blablabla. Donc ça, c'est l'identifiant que je vais utiliser. Je ne vais pas dire qu'il s'agit du registre démo, mais je vais plutôt dire que le registre, il s'agit de l'identifiant
J, K, I, L, D, X, etc. Donc ça, c'est l'identifiant que je vais utiliser pour mon registre. Je ne vais pas dire non plus qu'il s'agit de cas de programmiose chronique confirmée. Je ne vais pas utiliser cette libellée, mais je vais plutôt utiliser l'identifiant ici, A, F, R, A, R, etc. pour identifier ce data element. Donc les libellés sont là, mais vont changer en fonction de la langue de l'interface utilisateur. Si j'utilise mon DHIS2 en anglais, je vais avoir les libellés en anglais. Si je l'utilise en italien, je les ai en italien. Mais les identifiants qui sont cachés derrière vont toujours être les mêmes. Donc je peux aller retrouver les identifiants qui vont avec les libellés à travers OpenClinic, ou bien je peux également les retrouver directement dans l'interface DHIS2. Mais ça, c'est un peu plus pour les amateurs. Par exemple, si je vais regarder ici, je vais sur mon champ de valeurs pour cas de programmiose chronique confirmée et M, donc pour masculin. Si je clique sur le bouton droit, je peux ouvrir ici le menu Inspect. Et quand je fais ça, il va me dire qu'il s'agit ici d'un champ avec un identifiant. Et quand je regarde l'identifiant est composé de deux éléments. D'abord, il y a le premier élément qui est AFR, AR, etc. Donc, c'est l'identifiant, en fait, de mon data element. Et la deuxième, donc là, il y a un tiret. Et le deuxième élément, c'est FPG, V6, etc. C'est en fait l'identifiant de masculin. Si je vais prendre un autre champ ici, je prends celui-là, je vais avoir évidemment le même identifiant pour l'élément de données, le AFRAR, mais cette fois-ci, j'ai l'identifiant pour féminin pour la catégorie option. Alors, tous les éléments, toutes les libellés, comme ça, peuvent être, sont en fait liés à un identifiant. Si je vais, par exemple, ici aller à mon ensemble de données, quand je clique dessus avec le bouton droite, je clique sur Inspect, c'est un Select, et que là je vois ici, voilà, registre démo, je vais voir ici que l'identifiant de ce registre démo, donc ça c'est mon dataset ID, l'identifiant du dataset, c'est la même chose que ce que j'avais retrouvé ici dans mon registre démo. Donc c'est la même chose. Mais donc ça c'est une autre possibilité pour retrouver les différents identifiants, bien que la méthode via l'interface graphique d'OpenClinic me paraît beaucoup plus facile. Mais donc ça vous donne déjà une idée. Une fois qu'on a configuré l'interface avec le DHIS2 dans OpenClinic, OpenClinic sera en mesure d'interroger le DHIS2 pour aller retrouver chaque dataset et les éléments de données et les catégories options qui se trouvent là-dedans, qui sont associés aux éléments de données.